Bonsoir chères youtubeuses, chers youtubeurs. En ce lundi 17 novembre 2025, aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les tapis de course et leur utilité ou pas. Car il y a des différences entre courir en extérieur et courir sur tapis. Nous allons donc voir ça ensemble ce soir. Alors voici mon espace de travail. Donc là j'ai mon PC avec mes deux écrans. Là j'ai mon tapis de course. Bon là je vais y mettre mon home trainer avec le vélo. Donc c'est une pièce exclusivement pour la course à pied. La musculation, je me suis fait une salle à l'extérieur de chez moi. Donc bien sûr c'est abrité, mais c'est à l'extérieur comme ça, je suis tranquille. Voilà donc le tapis, le voici. On va le mettre en route. Voilà, donc il est très long, hein. C'est l'avantage. Bon, il est très lourd aussi. De toute façon, on ne dépasse pas un tapis comme ça. Il reste sur place. Et voilà, comme ça, je peux mettre... j'ai un grand écran derrière. Là, je me recule pour avoir l'écran la taille maximum. Je suis vraiment immergé dans la course à pied, là. J'ai les parcours, je mets le son, je mets le casque Shox. Et donc, je suis tranquille. Après, bon, je peux varier en mettant aussi les côtes. Bon, ça monte, hein, voilà, donc on fait varier la vitesse. J'ai les programmes que je désire. J'ai 15 programmes pré-réglés et j'en ai aussi deux autres que je peux faire ma propre programmation dessus. Voilà, après ça monte, hein, bien sûr, il y a pas, on arrive jusqu'à 20 km/h. Un tour, c'est 400 mètres. Alors, l'étalonnage, il faut toujours... j'ai baissé un peu. Alors, les tapis, il faut toujours les contrôler, en fait, hein, pour leur vitesse. Alors, pour contrôler un tapis, là, je vais l'éteindre. Pour contrôler un tapis, c'est simple. Vous y mettez un scotch, une petite ficelle qui n'est pas extensible et vous faites le tour du tapis. Arrivez, vous tirez dessus normalement. Lorsque vous êtes au bord à bord, vous coupez la ficelle, vous la mettez par terre avec deux scotch tendus de la même façon, hein, la même tension, et vous mesurez. Voilà. Ensuite, vous mettez un scotch, vous filmez avec votre portable, c'est-à-dire lorsque vous voyez complètement toute la bande, vous comptez le nombre de tours en prenant, par exemple, en commençant à 8 km/h, 10, 12, 14, 16, 18 et 20, pour vous rendre compte de la vitesse réelle du tapis. Bon, moi j'ai trouvé que le mien, lorsque j'affichais 10 km/h, en réalité, il fait 10,35 km/h. Donc il est sous-évalué. Et lorsque je suis à peu près à 16 km/h, il y a 0,5 km/h qu'il faut rajouter en plus. Alors l'intitulé de cette vidéo aujourd'hui sera « Le tapis de course contre la course en extérieur ». Eh oui, je suis sûr que beaucoup attendent beaucoup de cette vidéo, car à vrai dire, sur la toile, il y a très peu de choses sur le tapis de course. Tout au moins, il y en a quelques-unes, ce n'est pas un reproche, mais qui traitent vraiment spécialement de la course à pied en extérieur et de sa différence sur le tapis de course. Alors dans cette vidéo, je vais traiter bien sûr des avantages et des inconvénients du tapis de course en mettant surtout l'accent sur la foulée, le travail musculaire, l'efficacité du tapis de course s'il y en a une et les impacts sur la fréquence cardiaque, la musculature, le squelette, etc. Que vous courez sur tapis ou en extérieur, vous vous demandez tous s'il y a une vraie différence. On creuse ça ensemble maintenant. En petit 1, je vais traiter de la foulée, de la différence sur tapis ou en extérieur. Alors, tout d'abord, en extérieur, tout le monde est d'accord pour dire que la foulée est naturelle. Elle inclut donc, par ce naturel, de la propulsion, donc de l'action musculaire. Nous en parlerons ensuite. Et aussi, et surtout, des adaptations au terrain. Donc, pour les impacts, pour le dénivelé,
surtout aussi les irrégularités, par exemple en trail. Par contre, la différence sur tapis, la foulée inclut obligatoirement des mouvements beaucoup plus réguliers, parfois voire même monotones. Le tapis entraîne le pied vers l'arrière. C'est lui le tapis qui entraîne, c'est lui qui propulse le corps humain. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, grossièrement, je dis bien entre guillemets, vous êtes obligé de garder un état d'équilibre. On court pour garder un équilibre, pour ne pas tomber, donc pour ne pas sortir du tapis. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de propulsion. Nous actionnons nos jambes, donc la musculature qui est produite pour le tapis, pour suivre le tapis, dépense nettement moins d'énergie que la normale. Et ça va de soi, et ça se comprend très bien. Maintenant, beaucoup disent que la foulée en extérieur n'est pas identique à celle sur le tapis. Oui aussi, parce que la foulée sur tapis est un petit peu plus courte. Nous n'avons obligatoirement pas la même position du corps qui est légèrement modifiée. Il y a moins d'adaptation qu'on appelle proprioceptive. En petit 2, j'en viens aux groupes musculaires qui sont sollicités. C'est là vraiment le point essentiel qui est traité nulle part sur la course en tapis. Tout d'abord, en extérieur, que se passe-t-il? Les muscles stabilisateurs, donc chevilles, genoux et hanches, travaillent davantage que sur tapis. C'est normal, car vous vous propulsez. C'est vous qui faites l'effort pour avancer. Les mollets, les ischio-jambiers et les fessiers sont plus sollicités pour la propulsion aussi. Donc, si vous voulez, le groupe musculaire essentiel qui nous sert à nous propulser est postérieur à notre corps, c'est-à-dire tout ce qui est sur la chaîne arrière, les fessiers, les ischio-jambiers et ensuite les mollets et les chevilles. Il en découle donc que sur tapis de course, le travail musculaire est légèrement différent. Il y a moins d'activation des fessiers, ça se comprend. Vu qu'il n'y a plus propulsion, on se contente de suivre le mouvement, quasiment, je dis bien, pas totalement, mais quasiment. Les ischio-jambiers aussi, qui sont justement la composante essentielle de cette propulsion, sont les ischio-jambiers surtout, qui sont nettement moins sollicités. Ensuite, par contre, nos quadriceps sont un petit peu plus sollicités. Et ensuite, les muscles tibiales sur l'avant, la partie avant, parce que sur le tapis, vous êtes obligé de relancer votre jambe sur l'avant pour aller poser votre pied sur l'avancée du tapis. Là maintenant, vous avez compris. Petite conclusion de ce petit dérèglement musculaire qu'on peut avoir sur le tapis, c'est-à-dire que la mobilisation des muscles sur leur intensité sur tapis est nettement moins inférieure qu'en extérieur. Et ça se comprend. Et d'ailleurs, on va le voir dans la dépense énergétique. Deuxième petite conclusion, on peut dire sans se tromper que si vous faites du tapis tous les jours, vous allez finir par avoir un dérèglement musculaire qui va se produire si vous retournez sur la route ensuite. Car que va-t-il se produire si vous devez vous propulser? Vous allez avoir un manque d'inefficacité. Le corps va se trouver perdu musculairement parce que là, c'est vous qui devez pousser sur vos ischio-jambiers, vos fessiers et vos chevilles pour justement vous faire avancer, vous propulser sur l'avant comme vous devez le faire en extérieur, qui ne se produit pas complètement si vous ne faites que du tapis, je dis bien. Donc, la règle essentielle, ne faire que du tapis serait une grave erreur pour déstabiliser toutes vos chaînes musculaires des jambes. Vous devez respecter un quota. Moi, je respecte le quota maximum de tapis, c'est au grand maximum, je ne fais pas plus de 40% de tapis et je garde 60% en extérieur, justement pour éviter ce dérèglement musculaire. Un des gros avantages du tapis, bien entendu, ce sont les impacts au sol. Vous avez nettement moins d'impact au sol, surtout si vous avez un très bon tapis. Vous pouvez faire beaucoup plus d'heures de tapis. Par contre, il y a d'autres inconvénients, la déshydratation, etc. La chaleur, ça c'est encore autre chose qu'il faut aussi rajouter à la liste des avantages et des inconvénients qu'on a sur le tapis, la course en tapis. Venons-en maintenant aux dépenses énergétiques. C'est facile. Je pense qu'un enfant en bas âge comprendrait bientôt que si c'est le tapis qui défile sur vous, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire l'effort pour avancer.
C'est le tapis qui le fait à votre place. Donc, la chaîne musculaire qui va travailler moins intensément, c'est-à-dire surtout les ischio-jambiers, les mollets et les fessiers, vont être diminuées. Donc, par conséquent, diminution de la phase musculaire, donc diminution de l'énergie dépensée. Et ça, vous le comprenez très bien. Sur le tapis, nous avons une sensation de facilité pour avancer. Vu que c'est le moteur qui fait l'effort, si le moteur délivre 300 watts pour vous faire avancer, entre guillemets, si vous voulez, sans vous faire avancer, car en réalité, vous restez sur place parce que vous gardez cet état d'équilibre. C'est une station d'équilibre en définitive, hein. Donc, il y a quand même des chaînes musculaires qui travaillent, mais beaucoup moins qu'en extérieur. Si vous avez compris ça, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire que du tapis. Ça serait néfaste pour vos chaînes musculaires, donc votre équilibre musculaire. Donc, la partie avant et la partie arrière qui s'en trouveraient complètement déréglées si vous ne faites que du tapis. Alors, d'après les normes et certaines études, certains estiment une différence entre 5 et 10% dans la dépense énergétique, entre tapis et extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une application directe, c'est que les pulsations cardiaques sont légèrement inférieures sur le tapis. Moins de dépenses énergétiques, je vous en ai déjà parlé, moins de battements cardiaques, moins de dépenses. Voilà. Le cœur n'a pas besoin de battre, par exemple, à 160 pulsations, si sur le tapis, ça lui satisfait de battre à 152, par exemple, pour satisfaire aux dépenses énergétiques, parce qu'il y a moins de groupes musculaires qui travaillent moins intensément. Alors, certains diront que pour compenser, il faut incliner le tapis. Oui, en inclinant le tapis, vous allez donner une espèce de dépenses énergétiques supplémentaires, il va y en avoir une, mais vous n'arriverez jamais à avoir la même foulée parce que plus vous mettrez de la pente, plus ça sera difficile, bien entendu, sur le tapis, mais plus vous allez raccourcir votre foulée aussi. Ça, vous le comprenez. Vous n'avez donc plus une foulée, votre foulée se déséquilibre complètement. Vous n'avez plus celle que vous avez sur la route, par exemple, ou sur la piste. Alors, cette inclinaison sur le tapis, elle est en fonction de la vitesse que vous avez. Quand vous courez sur l'extérieur, qu'il n'y a pas de vent, que vous avez un vent nul et que vous courez par exemple à 17 km/h, eh bien vous avez une retenue face à vous de 17 km/h, l'équivalent de 17 km/h. Sur le tapis, si vous êtes à 17 km/h, vous mettez 0%, vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de résistance. Alors pour compenser ces 17 km/h, vous allez mettre 1,5 degré. Si vous courez à 10 km/h, donc la résistance au vent en extérieur serait moins forte, 17 à 10, elle serait moins forte. Sur le tapis, vous ne mettrez que 0,5 degrés pour simuler ces 10 km/h d'extérieur maximum. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire en différence tapis extérieur. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Maintenant, les avantages du tapis, par exemple pour faire de la zone 2. Si vous avez 1 heure ou 1h30 de zone 2 à faire, vous le faites sur le tapis. C'est très intéressant parce que vous avez au niveau des impacts, ils vont être nettement moins violents. Vous comprenez? Donc là, peu importe la foulée, si elle est un petit peu plus courte, si la fréquence est un peu supérieure, elle augmente un peu la fréquence un peu sur le tapis. Mais tout ça, c'est pas bien grave parce que vous faites de la zone 2. Vous n'êtes pas obligé de faire du vélo à la place. Vous pouvez faire de la course à pied. Certains redoutent d'avoir ces impacts en zone 2 sur la route pendant 1h30 par exemple, et ils préféreraient les faire sur tapis parce que vous auriez moins mal aux genoux, moins mal aux muscles, vous aurez donc moins de dépenses énergétiques, donc moins de douleur à l'issue de cette zone 2. Par contre, il faudra la travailler légèrement plus vite, par exemple de 0,5 à 1 km/h supplémentaire pour montrer votre système cardiaque. Par exemple, si vous devez battre à 130 battements par minute en zone 2, vous devrez monter peut-être de 1 km/h par rapport à la route. C'est là où vous voyez que la dépense énergétique n'est pas la même et vous en avez vraiment une preuve. C'est que vous devez courir légèrement plus vite sur tapis pour simuler la même dépense que vous aurez en extérieur. Mais ça, c'est pas grave en soi. Surtout pour la zone 2. Par contre, vous pouvez aussi faire du fractionné sur tapis et c'est très bien. La VO2, certains pensent qu'elle serait moins efficace parce que le tapis, il faut le temps qu'il se lance. Mais ça, c'est pas grave du tout. Vous montez en vitesse et le temps de récupération sur tapis, moi je mets, par exemple, si je mets des accélérations à 16 km/h, 8 et 8, ça fait 16. Je divise par 2, je récupère à 8,5.
Je récupère même pas à 50% de la vitesse, je récupère à 8,5. Et je vois que mes pulsations cardiaques, par exemple, si je veux faire de la VO2 max, il ne faut pas que, je vous ai dit dans une vidéo, que les pulsations redescendent en plus de 10 à 15 pulsations à la minute. Par exemple, si vous êtes arrivé à 170, vous ne devez pas aller en dessous de 155 pulsations. Ça voudrait dire qu'il faut soit monter la vitesse, ou soit raccourcir le temps de récupération. Sur tapis, si vous pouvez pas le faire parce que vous avez des incréments réguliers, à ce moment-là, vous montez la vitesse de récupération. Le tout, c'est de rester dans l'impact de fréquence cardiaque que vous devez travailler. Vous ne devez pas descendre en dessous de 15 pulsations entre chaque de vos séries. Maintenant, l'idéal, c'est sur les séances de 400, de 500, de 800, de 1000, de 1500, de 2000. Là, ça devient beaucoup plus efficace. Vous pouvez calculer les incréments sur le programme, ça dépend le tapis que vous avez. Aujourd'hui, tous les tapis ont des programmations, c'est facile à faire. Vous mettez des ventilateurs à droite, à gauche, et puis vous ouvrez la votre fenêtre en grand. En hiver, c'est impeccable, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de ventilateur. Et puis là, vous êtes parti pour faire vos 5, 6, 7 fois 1000 à la vitesse où vous désirez. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez très très bien contrôler justement l'intensité, la puissance, même si vous voulez, même la puissance grâce à votre montre. Donc la PMA en course à pied, ça existe aussi. Et surtout l'allure. Vous pouvez à la seconde près maîtriser votre allure sur votre fractionné. Bon, maintenant, l'idéal, c'est de faire une séance sur 2 en extérieur, donc directement sur la route, et une autre sur tapis. 50-50 sur le fractionné, et ensuite, parfois de la zone 2 sur tapis, et personnellement, la zone 2, étant donné que c'est plus lent, je fais toutes mes zones 2 sur la route ou sur terrain varié, en fartlek, sur du terrain gazon ou n'importe quoi. Alors vous avez vu, si vous avez un grand écran comme moi que vous mettez devant votre tapis, si vous avez la place ou une pièce disponible à cet effet, on peut mettre sur YouTube, il y a des vidéos de personnes qui font pour le treadmill, donc qui est le tapis de course, des vidéos spéciales pour tapis de course où on entend les impacts, on entend les oiseaux chanter, ou certains le font avec de la musique. Vous mettrez votre casque, vous mettez votre musique, ou vous mettez pas de bruit si vous voulez. Par contre, vous avez un grand écran avec de la 4K devant vos yeux, et croyez-moi, ça, quand vous faites par exemple 1h30 de tapis, ça vous aide grandement à aller jusqu'au bout. Par moment, je me surprends à avoir fait 1 heure sur tapis. Je pensais que j'étais à 30 minutes. Je n'avais pas regardé la montre ni les cadrans. J'avais déjà fait 45 minutes ou 1 heure. Donc voilà, ça passe. Bon, attention à la déshydratation, je le répète, gardez toujours une bouteille d'1,5 litre. Vous mettez un petit peu de sucre dedans si vous voulez, et puis ce que vous voulez dedans, voilà. Et puis vous buvez, toutes les 15 minutes, vous buvez l'équivalent d'un verre, et ça sera bien pour subvenir à votre déshydratation. Voilà, c'est en fonction de la chaleur, de l'ambiance, de la chaleur ambiante qu'il y aura dans la pièce. C'est le gros problème du tapis, ça serait plutôt sa déshydratation. Et ne vous laissez pas déshydrater. Ne buvez pas trop non plus, mais il faut boire quand même. Bon, je pense vous avoir dit tout l'essentiel sur le tapis. Il existe, soi-disant, dans les études scientifiques, des différences dans les vitesses entre à cause de ce manque de propulsion. On en a parlé, on l'a vu, il n'y a pas besoin de la chiffrer, il suffit simplement de se servir d'un tapis et d'aller courir en extérieur pour voir que ce n'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que sur tapis, il faut monter un cran au-dessus pour rivaliser avec ce qu'on fait en route. Donc attention, lorsque vous faites des tests de VMA sur tapis, sachez que vous pouvez être en dessous de la réalité que vous auriez fait sur une piste ou sur route. Ça, c'est une réalité qui est incontestable et qui est aussi décrite dans des études scientifiques. J'espère que cette vidéo aura éclairci pas mal de questions que beaucoup se posent sur les tapis. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de monde achète des tapis. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Et beaucoup d'autres arriveront sur beaucoup sur l'entraînement de la course à pied, probablement aussi du vélo, etc. Beaucoup de choses sur le sport.